aujourd'hui, nous l'avons recommandé et il y a un plan d'urgence de sortie des crises qui est en train d'être préparé par le gouvernement pour lequel il y a un fonds de près de 2 milliards 200, enfin, de, 2 milliards 200 millions de francs, enfin de dollars sont demandés. Mais en termes d'urgence, parce qu'il y a quand même une composante non urgente, mais en termes d'urgence, je pense que 1 milliard 200 millions de dollars américains serait indiqué pour pouvoir adresser les problèmes urgents liés notamment à la relance du secteur de la production, liés notamment à la mitigation des mesures, parce que vous savez, euh, les salaires, il y a déjà certains secteurs qui enregistrent des arriérés de paiement des salaires, des arriérés de paiement de frais de fonctionnement, tout ça pour éviter à la machine à la fois du secteur privé et du secteur public d'être grippée. Il faut absolument des mesures, non seulement pour relancer la demande globale, mais aussi pour diminuer un peu les trains de vie de certaines institutions, ainsi de faciliter les ruissellements et des ressources vers ceux qui en ont besoin, principalement dans le secteur de l'administration et dans le secteur des infrastructures. Donc voilà un peu, Madame Marina, ce que je peux dire, les contours ou le survol à la fois de l'impact socio-économique des coronavirus, mais aussi des perspectives de relance de l'économie congolaise après cette crise qui aura certainement causé beaucoup de morts. Merci beaucoup, Monsieur Matata. Votre intervention représente une belle transition vers Madame Patricia Riscus-Veringa, qui est dans le cœur, n'est-ce pas, de l'action en ce qui concerne le secteur privé. Je pense que le secteur privé qui est assez touché, comme vous l'avez aussi mentionné dans votre intervention. Madame Riscus-Veringa, vous travaillez avec le secteur privé, vous êtes vous-même aussi opératrice du secteur privé. Pouvez-vous nous parler des challenges auxquels fait face ce secteur privé congolais en ce moment et aussi vous étendre sur les mesures prises par le secteur privé pour limiter l'impact négatif de la crise sanitaire et peut-être compléter quelque chose dans ce que M. Matata a dit concernant vraiment les besoins pour permettre au secteur privé congolais de suivre cette crise en pensant même à l'impact jusqu'à l'année prochaine. Bienvenue à son Excellence l'ambassadeur Robert Schroedebaum, ambassadeur des Pays-Bas pour la RDC et République du Congo. Nous sommes heureux de vous avoir enfin parmi nous. Oui, merci bien. Merci bien d'abord pour l'avoir organisé. Excuse pour le problème de ce côté. J'ai été ici à 10 heures et j'ai presque pu tout suivre, mais je ne sais pas pourquoi, quand même. Et c'est bien sûr un grand honneur d'être en présence de l'ancien Premier ministre de la RDC, M. Matata Ponyo, qui, d'après beaucoup de Congolais, a probablement été le meilleur Premier ministre de la RDC. Et c'est aussi un grand plaisir d'être ici ensemble avec Patricia. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour les appréciations. Merci beaucoup. Ouais. Vraiment, c'est mon sincère plaisir de dire ça. OK, très bien. Nos relations. D'abord, la question sur les relations diplomatiques. Nous sommes des partenaires depuis les années 60 de le siècle passé. Nous avons une très bonne relation, pas de problèmes bilatéraux, c'est toujours un bon signe. Mais malheureusement, il n'y a pas un trafic, une relation économique très intense. Il y a beaucoup de raisons pour ça.
C'est surprenant parce qu'en effet, en principe, la RDC est un pays avec un grand potentiel, on en parle tout le temps, beaucoup de possibilités, 100 millions d'habitants, etc., etc. Mais la réalité est qu'à ce moment, il y a très peu d'investissements néerlandais et il y a très peu de commerce. On peut avoir 10 webinaires sur la cause de ça. Le plus important, c'est probablement, oh non, c'est pas probablement, c'est le climat d'affaires qui est mauvais en relation avec la corruption. Et nous, c'est quelque chose que nous faisons à ce moment. J'ai fait part d'un groupe de pays, de 20 pays qui sont entrés dans un dialogue avec les autorités congolaises pour voir comment on pourrait améliorer le climat d'affaires. Merci beaucoup, Excellence. Merci pour ces informations. Je pense que vous avez mentionné un point également mentionné par M. Matata, l'absence de fonds à cause de la chute du budget, aussi l'impact sanitaire qui est moins grave que ce qu'on attendait. Mais l'impact économique assez élevé. Ce qui nous amène, n'est-ce pas, je l'ai dit tout à l'heure, une belle transition. Quand on parle de l'impact économique sur le pays, on parle du secteur privé. Nous sommes heureux ici d'avoir Madame Patricia Verringer-Riskes, qui, n'est-ce pas, au cœur des acteurs du secteur privé dans son rôle en tant que présidente de la commission nationale sociale à la FEC, la Fédération des entreprises congolaises. Madame Verringer, on parle de l'impact économique COVID-19 sur le pays. Pouvez-vous nous parler des challenges auxquels fait face le secteur privé en RDC et aussi vous étendre sur les mesures prises par le secteur privé pour limiter l'impact négatif du COVID-19? Oui, merci Marina. Bonjour à tous. Désolée, j'ai eu vraiment des petits soucis techniques en termes de réseau, donc j'ai dû me reconnecter plusieurs fois. Mais bon, maintenant, je crois que l'essentiel est que nous soyons là. J'ai entendu les autres intervenants, hein, heureusement. J'ai entendu l'excellence Rudebaum. Et donc, voilà, en fait, au niveau du secteur privé, de la FEC plus particulièrement, même si en général, quand nous parlons de la FEC, on parle aussi des autres plus petits patronats qui sont donc la FENAPEC et la Copemeco. En fait, je ne dirais pas que c'était une catastrophe pour nous, mais c'est un coup extrêmement dur parce que nous savons très bien que l'économie n'est pas à son meilleur niveau en ce moment. Et en fait, en termes de mesures d'urgence que nous avons dû prendre, la plus grande difficulté, je dirais d'abord, qui sont fortement touchés parce que eux, du jour au lendemain, ont dû fermer, en fait. Parce que nous, les entreprises qui sommes dans d'autres types de services, nous sommes encore restés ouverts, bon, pas très longtemps, mais quand même un certain temps. Or, tout ce qui concerne l'ORECA, donc l'hôtellerie, les restaurants et autres, ont dû fermer du jour au lendemain. Et je vous avoue que c'est une situation pour laquelle nous n'avons certainement pas anticipé, première chose, et donc pour laquelle nous n'étions quasiment le reste du monde, je pense, à part la Corée, la Corée qui était très prête pour raison d'autres pandémies. Mais sinon, nous, en fait, nous n'étions évidemment pas prêts. Et vous savez très bien qu'en termes de trésorerie, les PME sont ce qu'elles sont. Mais ce n'est pas qu'au Congo, parce que j'ai fait quand même beaucoup de webinars pour l'instant avec les autres pays africains, avec l'Europe. Et hier, d'ailleurs, il y avait une réunion entre le secrétaire général de l'OMS et le secrétaire, le numéro 1 du BIT. Et donc, les chiffres sont alarmants partout. Mais donc, pour en revenir à nous au niveau du Congo, eh bien, donc, ça a été le coup le plus dur et de savoir comment nous allions réagir. Et c'est vrai qu'on a beaucoup déploré le fait que dans le comité Covid qui a été installé, le comité d'urgence Covid, que je pense qui est présidé par le professeur Muyembe, en fait, le secteur privé n'était pas dedans. Et je dirais pire, au niveau gouvernemental, c'est que le ministère du Travail ne s'y trouve pas non plus. Alors qu'en fait, le premier impact négatif,
ça va être sur l'emploi. Les entreprises, ce sont des personnes, c'est l'humain, c'est le travail. Et donc, je n'ai pas compris comment ça pouvait être possible alors que quasiment partout ailleurs au monde, parfois dans beaucoup de pays africains, parce que j'ai fait des réunions avec la SADC début de la semaine, dans la majorité des pays africains, ce sont plutôt les ministres du Travail qui, en fait, président ce comité de Covid, ce comité de réponse urgente, avec les ministères de la Santé, bien sûr, et ceux qui sont désignés donc par les gouvernements. Mais dans notre cas, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, ça pose déjà le grand problème, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on décide par rapport aux travailleurs? Nous, on ne peut que regarder au Code du travail, on ne peut que suivre ce que le chef de l'État dit, c'est-à-dire, bon, ben voilà, tel secteur doit fermer. Et puis après, parce qu'on a fermé spécifiquement, on a confiné une commune qui est la commune de la Gombe, où se passe la majorité des activités en termes de travail. La majorité des activités se font sur la commune de la Gombe et qui a aussi très vite été confinée. Et confinée avec quasiment pas d'accès à notre personnel à cette commune-là. Donc, je vous dis que c'est des situations qui ont été très difficiles. Heureusement, au niveau du Premier ministre, en fait, on a quand même eu des réponses positives et on participe au comité de conjoncture qui se fait une fois par semaine au moins. Au niveau de la ville aussi, je dois dire que le gouverneur de la ville a beaucoup impliqué le secteur privé et fort heureusement, parce que du coup, il y a quand même cette concertation-là. Comme là, nous sommes en train de négocier, je vais revenir, nous sommes en train de négocier déjà pour qu'il y ait quand même un déconfinement, mais effectivement avec certaines mesures. Et c'est vrai que les mesures sanitaires, ce n'est pas le plus simple, parce qu'une fois de plus, comme je dis, nous n'étions pas du tout préparés, nous ne sommes pas préparés, nous n'avons pas les équipements nécessaires, même la distanciation sociale. On en parle, c'est bien beau de le dire, mais concrètement, comment on fait? Ce n'est pas comme si les PME particulièrement sont des entreprises avec des très, très, très grands locaux, des très vastes locaux, pour regarder cette distanciation sociale-là. Donc, vous comprenez que c'est énormément de challenges qui sont posés au niveau des PME. Et donc, pour en revenir maintenant au secteur plus particulier de l'ORECA, mais des PME en général, ce que nous avons fait comme demande au niveau du gouvernement, c'est effectivement la première chose, c'est au niveau fiscal. C'était les premières choses que nous avons demandées. C'était au niveau fiscal en disant, eh bien, on ne pourra pas payer certaines taxes, mais même dans le côté pratique, nous ne pourrons pas, par exemple, même au niveau des salaires. Nous savons très bien que le Code du travail à l'article 78 permet le cas de force majeure, parce que nous sommes dans un cas de force majeure pour l'instant. Oui, mais c'est bien beau de dire ça, c'est bien beau de lire ce que la loi dit, mais il y a la réalité. Vous voyez déjà que pour les salaires du mois de mars, les entreprises ont fait un effort, et toutes les entreprises, même l'ORECA, malgré qu'elle s'est déjà fermée, ont fait un effort de payer l'entièreté du mois de mars. Pour le mois d'avril, et c'est ce que moi j'ai fait comme recommandation au niveau des PME, des entreprises en général, c'est de trouver des arrangements pour que nous puissions mettre les gens dans une sorte de congé. En fait, on a demandé dans la mesure du possible et dans la mesure du possible des trésoreries des entreprises de proposer, de négocier avec les employés, enfin les travailleurs, le fait d'être mis en congé annuel pour le mois d'avril, pour une fois de plus permettre de payer. Mais je vous explique un problème qui va se poser si le confinement continue au-delà du 20 mai, pardon, c'est qu'en fait, qu'est-ce que dit le cas de force majeure? Le cas de force majeure dans le Code du travail dit que quand il y a cas de force majeure au-delà de 2 mois, fondamentalement, il peut y avoir cessation de contrat de travail. Ce n'est pas ce que nous voulons, mais c'est ce que le Code du travail dit. Et voilà pourquoi j'ai commencé mon allocution en disant qu'on regrettait la non-présence ou l'absence du ministère du Travail, même en termes de… Enfin, il n'y a rien qui a été dit de concret à ce jour, malgré qu'on a commencé les correspondances depuis le début, parce que ça, ce sont des situations de crise. Ça veut dire que concrètement, il y a une très, très grande partie des travailleurs qui vont être licenciés, je dirais, d'office, mais pas parce que les entreprises le veulent. Comme je dis, quand on a commencé ces situations, les gens avaient leur entreprise et le but n'était pas de licencier le personnel. Ce n'est pas du tout le but. On a des entreprises et on veut travailler. Et pour travailler, pour faire fonctionner les entreprises, il nous faut les travailleurs. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le ferait, mais c'est plus pour les questions de trésorerie et pour demain ne pas être attaqué sur d'autres angles.
Donc ça, ce sont des challenges réels du quotidien que nous avons. Et voilà ce que nous sommes en train d'essayer de négocier. Mais j'ai envie de dire, fort heureusement, à ce jour, on est moins attaqué que d'autres pays par le Covid, mais en même temps, on ne sait pas très bien ce que ça va donner quand on va réouvrir, disons, les portes des entreprises. Parce que c'est facile de constater qu'il n'y a pas beaucoup de cas, ou il y a moins de cas qu'une majorité mondiale en général. Oui, parce que les gens ont cessé de travailler. Mais quand il va y avoir cette proximité, parce que pour travailler, il faut prendre un transport, souvent un transport en commun, okay? Il faut être dans des entreprises, comme je dis, qui ne sont pas des lieux très, très vastes, pas nécessairement des lieux très aérés. Donc, quelle va être la réalité à ce moment-là? Est-ce que le déconfinement va faire que nous aurons beaucoup plus de cas? J'écoute ce que mes collègues disent ailleurs en Afrique et en fait, j'ai envie de dire, personne n'en sait rien. Mais ça, c'est quelque chose de très concret. On parle d'aide sanitaire. À ce jour, il y a un fonds qui a été mis en place, il y a de l'argent qui est arrivé au niveau, je dirais, gouvernemental et autres, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui est proposé pour le secteur privé? À ce jour-ci, je n'ai pas vu qu'on nous propose des masques gratuits parce que on aimerait bien le faire, parce qu'en plus, c'est devenu obligatoire. Maintenant, c'est annoncé, c'est devenu obligatoire. Mais c'est un coût. Mais un coût pris en charge par les entreprises qui n'ont quasiment pas fonctionné. Vous voyez? Donc, c'est ça, ce sont les mesures concrètes qu'on attend du gouvernement. C'est là où on attend que le gouvernement parle, que le gouvernement agissent. Vous voyez, parce que de nouveau, comme je dis, c'est des coûts que nous ne pourrons pas couvrir. Avoir des masques. Les masques chirurgicaux sont censés être des masques qu'on porte pendant quelques heures et qu'on jette après. Bon, c'est vrai qu'il y a des masques, en tissu. Personnellement, moi, je me suis fournie en grande quantité, par milliers, de masques en tissu parce que ma trésorerie, disons, me permet encore de le faire. Mais je n'ai pas non plus des milliers d'employés. J'ai des centaines d'employés, entre guillemets, seulement. Donc, est-ce que tout le monde pourra le faire? Vous voyez, et c'est là où nous attendons que le gouvernement parle. Et ça n'est pas dit, en fait. Ça n'est pas proposé, ça n'est pas fait. Voilà. Donc, au-delà de ça, ce qu'on a demandé, effectivement, ce sont des amnisties fiscales. On a demandé une réduction de certains paiements d'impôts, taxes, redevances et droits. Mais évidemment, on réfléchit aussi en tant que gouvernement. C'est facile du secteur privé, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que s'il y a inflation, et il commence déjà à y avoir inflation. Tout à l'heure, M. Matata l'a dit que le taux de change est à 1900 aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va être demain quand nous demandons de ne pas payer XY taxes, redevances, etc. Donc, c'est essentiellement ce que nous avons demandé au niveau du secteur privé. On demande bien sûr des appuis. On demande que se crée, on va peut-être le faire via le FPI, le Fonds à la promotion de l'industrie, de pouvoir avoir des aides pour les PME. Mais dans quel contexte, dans quelle mesure, comment ça va être fait? La majorité des PME ici n'avons pas de crédit bancaire ou n'avons pas… Non, ce n'est pas vrai. Les gens fonctionnent avec leurs propres fonds. Okay? Donc, comment est-ce que ces choses vont se mettre en place? Nous faisons des propositions, mais pour ça, nous devons aussi nous asseoir autour d'une table. Il faut qu'on ait un partenaire qui nous écoute. Je reviens pour la condition du travailleur qui est en fait le travailleur qui est ma spécialité. J'ai eu plusieurs réunions avec le BIT à ce jour, le BIT aussi bien local qu'international. Jusqu'à hier encore, on avait des réunions parce que la tripartite est nécessaire dans ces cas-là. Ce n'est pas une personne ou une entité qui décide. Le banc employeur ne peut pas décider seul de ce qu'il voudrait faire, de ce qu'il pourrait faire. Il faut une tripartite. Mais de nouveau, malheureusement, il n'y a eu aucune tripartite à ce jour. Ça fait 6 semaines quasiment que nous sommes, disons, confinés dans cette situation. Et il n'y a eu aucune tripartite. Moi, je parle avec les collègues syndicalistes pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire au mieux. Nous nous envoyons des propositions, mais de nouveau, il n'y a eu aucune tripartite. Or, nous devons nous concerter. Et dans les autres pays, c'est la première chose qui a été faite, c'est des réunions tripartites pour savoir, OK, qu'est-ce qu'on fait au mieux, comment on le fait. On demande, par exemple, je vous donne le Code du travail par rapport au cas de force majeure, parle du fait du constat de l'inspection du travail. Ah oui, formidable. Mais l'inspection du travail, même on lui envoie un courrier, vient constater comment, de par le fait que les entreprises se trouvent essentiellement dans Gombe. Moi, j'ai des entreprises différentes, okay, dans des secteurs différents, mais qui sont toutes basées dans Gombe. Mes travailleurs n'ont pas accès parce que on a eu 2 badges. On a demandé des badges pour pouvoir venir travailler. On en a eu 2. Et je comprends parce que nous ne sommes pas dans les secteurs les plus essentiels, si je peux dire ça comme ça, même si une de mes entreprises l'est quand même parce qu'on nous fournit
les tests pour le Covid, les tests rapides, mais je veux dire que les travailleurs n'ont pas accès au lieu de travail. Bon, mais maintenant, comment se fait le constat de l'inspecteur du travail qui doit constater le cas de force majeure? Dans beaucoup d'autres pays africains, le ministère du Travail a autorisé que ce constat soit un constat d'office. Mais nous, pas. On a aussi demandé ça. On a envoyé une lettre et au ministère du Travail, évidemment, copiée au Premier ministre. Mais vous voyez, il y a des choses qui doivent être faites, mais pour ça, on doit se mettre autour d'une table. On doit s'asseoir, on doit discuter. Et quand ce n'est pas fait, on ne peut pas attendre de réouvrir peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines et puis constater les choses. Non, on doit le faire avant. Et malheureusement, ce sont des discussions qui ne sont pas faites, Et je vous dis, le Premier ministre est réellement de bonne volonté. Le gouverneur de la ville, celui avec lequel on parle, est de bonne volonté aussi. Mais il y a des actions qui doivent être faites, des actions concrètes pendant ce temps de confinement, avant que les choses ne se réouvrent. On doit savoir quoi dire, parce que là, le mois de mai est déjà entamé. S'il n'y a pas déconfinement, parce que je comprends parfaitement le côté sanitaire de la chose, je le comprends, c'est une nécessité. On ne veut pas qu'il y ait plus de morts que nécessaire, et je trouve que chaque mort est un mort de trop. Vous voyez, chaque mort est un mort de trop. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Veringa. Je pense que le message que vous avez fait passer, il est assez clair. C'est dommage que nous n'ayons pas un représentant du gouvernement congolais dans ce webinaire pour pouvoir réagir. Je pense que c'est clair qu'il y a vous soulignez une question importante, celui de mettre tous les acteurs autour d'une table, et le secteur privé qui est au cœur. J'ai retenu les soucis de trésorerie, les soucis, les challenges de potentiel licenciement en vue, parce que on sait que la RDC, comme tous les autres pays, a une population assez jeune, et on sait que tous les pays africains ont un challenge en ce qui concerne l'emploi des jeunes, et ce serait une catastrophe si encore beaucoup se retrouveraient dans le chômage à cause, n'est-ce pas, des problèmes de trésorerie des entreprises. Merci beaucoup. Les questions auxquelles on n'a pas pu répondre pour les participants, nous allons les transférer aux panélistes. Donc, vous allez recevoir un résumé de ce webinaire accompagné des réponses à vos questions. Et si vous avez demandé une mise en relation, notre équipe va se charger de le faire. Je vous remercie tous. Il est midi passé. Merci, Mariana. Aux Pays-Bas, c'est bon appétit et encore bonne matinée en RDC. Merci beaucoup.